Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de 12 images par seconde. Pour la suite de notre rétrospective Ghibli, on retourne vers Miyazaki pour s'attaquer à un monument de la Japanimation, Princesse Mononoke. Si on peut dire que Miyazaki est l'acteur central du studio Ghibli, puisqu'il l'a cofondé avec Takahata et a produit la majorité de ses films, Princesse Mononoke peut être considérée comme son œuvre majeure. Sorti en 1997 au Japon et en 2000 en France, Princesse Mononoke peut être considérée comme l'un des membres de la sainte trilogie de la Japanimation des années 90, avec Akira et Ghost in the Shell. Ces trois œuvres, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail, ont ainsi grandement influencé l'évolution du monde de l'animation, du cinéma dans son ensemble et de la pop culture du XXIe siècle par l'impact qu'ils ont eu sur toute une génération. Ainsi, sans la révolution du monde de la science-fiction introduite par Akira et Ghost in the Shell, pas de Matrix, de Ex Machina, de Looper, et probablement pas de Stranger Things non plus. Princesse Mononoke se distingue cependant de ces deux derniers par son univers et ses thèmes. Loin des futurs dystopiques baignés d'ambiance cyberpunk, Miyazaki nous transporte ici dans un Japon médiéval peuplé d'êtres fantastiques. Cependant, cela ne diminue en rien l'influence que le film a pu avoir sur la culture pop, inspirant des œuvres majeures comme Avatar ou de multiples œuvres moins connues du grand public, comme l'album Kodama du groupe français Alceste. Le film figure d'ailleurs régulièrement sur les listes de meilleurs films du cinéma, tous supports confondus. Pour comprendre le succès et l'influence du film, commençons par un peu d'histoire. Fondé en 1986, le studio Ghibli aligne au départ des succès critiques, mais des performances modestes au box-office, entraînant de grandes difficultés de gestion des coûts. Le studio se retrouve ainsi à remettre en jeu l'argent obtenu par chaque film pour produire le suivant. Une stratégie risquée qui signifie qu'en cas d'échec, le studio devrait fermer ses portes. Cependant, la sortie de Mon voisin Totoro en 1988 semble annoncer un intérêt croissant pour les films du studio, ce qui sera ensuite confirmé par les recettes du film suivant, Kiki la petite sorcière, en 1989. Ce dernier marque le premier réel succès commercial du studio, qui se lance alors dans sa plus grande aventure jusqu'alors, la réalisation de Princesse Mononoke. Commencé en 1995 et terminé en 1997, ce projet démesuré est le plus long et le plus coûteux du studio, ainsi que le premier à utiliser des éléments numériques dans sa réalisation. Mais d'abord, de quoi parle le film ? L'intrigue du film se déroule durant le Japon médiéval, et plus précisément pendant l'ère Muromachi. Cette ère, qui s'étend entre 1336 et 1573, correspond à la fin du Moyen-Âge en Europe. Pour recontextualiser, il faut savoir que l'histoire du Japon est divisée différemment de la nôtre. Pour simplifier, l'histoire nippone est divisée en 14 ères, ou époques, qui correspondent chacune au règne d'un clan différent. Le film débute sur l'île de Honshu, l'île principale de l'archipel japonais, probablement dans le nord-est de celle-ci. On nous présente alors Ashitaka, le dernier prince des Emishi, l'un des groupes ethniques qui peuplent l'île à l'époque. Un jour, le village dans lequel il vit est attaqué par un démon à forme de sanglier. Après un combat acharné, Ashitaka parvient à le vaincre, mais celui-ci se révèle être Nago, un dieu sanglier protecteur de la forêt. Blessé lors du combat, Ashitaka est victime d'une malédiction qui donne à son bras des capacités surnaturelles, mais le ronge lentement de l'intérieur. Il se rend alors auprès de la chamane du village qui lui explique qu'il est condamné et que son seul espoir est de partir vers l'ouest pour trouver la source de son mal. Après avoir remonté la piste jusqu'à une forêt mystérieuse où vivent les esprits, Ashitaka se retrouve mêlé à un conflit entre ceux-ci et les hommes vivant dans la cité voisine. Il fait la connaissance de Dame Eboshi, une femme déterminée mais généreuse à la tête du village et de ses forges, et de San, dit Princesse Mononoke, une jeune fille sauvage et féroce élevée dans la forêt par les loups. Très vite, Ashitaka se retrouve pris entre ces deux mondes en guerre, s'identifiant à la fois au combat des hommes du village pour leur survie et leur prospérité, mais aussi à celui des esprits de la forêt pour la sauvegarde de leur environnement et de ses ressources. Suite à la décision des hommes de s'attaquer en dernier recours au dieu Ser, gardien de la forêt et de ses habitants, Ashitaka devra trouver sa place au sein de ce monde qui n'est pas le sien, afin d'ouvrir un chemin vers une paix durable. Loin des succès modestes des films précédents du studio, Princesse Mononoke est une réussite colossale et plus d'un japonais sur 10 va voir le film au cinéma. Arrivé 3 ans plus tard dans nos contrées, le film est aussi une réussite en France malgré le faible nombre de copies distribuées. C'est ce succès qui portera d'ailleurs Disney à s'intéresser de près au studio japonais pour en acquérir les droits de diffusion en Europe et en Amérique du Nord. Si cela permettra au studio Ghibli d'alléger le poids entraîné par les coûts de production du film et du maintien d'une équipe permanente au sein du studio, ce rachat ne se fera pas sans accroc. Ainsi, le tristement célèbre Harvey Weinstein, connu à l'époque sous le nom de Scissorhands pour sa tendance à altérer les films qu'il produit, a tenté par tous les moyens de raccourcir le film et d'enlever des scènes clés jugées ennuyeuses ou trop violentes. En réponse, Miyazaki lui enverra par la poste un katana, un sabre japonais, accompagné d'une note
No Cuts. À mi-chemin entre plaisanterie et menace, cette décision permettra cependant au film de garder son montage original dans les versions internationales. Après toutes ces explications, il est temps de rentrer dans le cœur du sujet. Pourquoi ce film est-il autant adulé ? Princesse Mononoke est un film long, le plus long du studio à ce jour, et complexe, qui nécessitera probablement plusieurs visionnages pour en saisir tous les enjeux et nuances. Le film adopte une tonalité de récit épique, aux multiples renversements de situations, prenant place dans un passé lointain baigné de mysticisme. Le réalisateur mélange ainsi l'histoire et la géographie de son pays avec les traditions et croyances folkloriques pour réécrire une vision mythique du passé. Si on peut prendre ce récit au premier degré, il est cependant difficile d'ignorer la symbolique de certains lieux ou personnages, notamment les esprits et les dieux de la forêt. Princesse Mononoke, dont le nom signifie esprit vengeur, est probablement l'un des films les plus matures et violents du studio, ce qui le rend peu adapté à un public jeune, contrairement à beaucoup d'autres films du réalisateur. Néanmoins, Miyazaki a toujours considéré que ce film ne s'adressait pas qu'aux adultes, mais aussi aux enfants suffisamment âgés pour s'intéresser à celui-ci. Cette maturité s'exprime aussi à travers les différents personnages de l'intrigue. Jamais les personnages du réalisateur n'avaient été aussi développés et réalistes. Loin du manichéisme de beaucoup de dessins animés de l'époque, le film brouille volontairement la limite entre gentil et méchant, ami ou ennemi. Chaque personnage est régi par des motivations auxquelles le spectateur peut s'identifier, mais aucun n'est présenté comme un idéal moral. Ainsi, Dame Eboshi pille la forêt de ses ressources, mais est une source d'inspiration pour le village et recueille les lépreux et autres rejetés de la société en leur procurant logement, nourriture et travail. Face à elle, San est prête à tous les sacrifices pour protéger sa terre natale, quitte à mener à sa propre destruction et au sacrifice des habitants de la forêt. Ashitaka, lui, peine à trouver sa place dans ce monde et se voit contraint à user de la force pour tenter de maintenir la paix entre les deux camps. Comme Takahata dans le conte de la princesse Kaguya, Miyazaki nous présente des personnages forts et complexes tout en évitant l'archétype de la Marisu, un personnage trop parfait qui ne présente aucun défaut. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le film fut construit sur les restes d'un scénario de Miyazaki reprenant La Belle et la Bête, jugé trop sombre à l'époque. On mentionnera également le rôle de la louve Moro, interprété dans la version originale par Akihiro Miwa, un célèbre drag queen japonais, qui crée chez le personnage un ton particulier pouvant évoquer un sentiment d'être mystique ne répondant pas aux critères attendus par le spectateur. Enfin, le film porte un message écologiste fort, que l'on retrouve dans d'autres œuvres du réalisateur, telles que Nausicaa de la Vallée du Vent. Princesse Mononoke fait écho en de nombreux points au développement rapide du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Si ce développement a permis de meilleures conditions de vie à une majorité de la population, il s'est fait au détriment de l'environnement et des ressources naturelles du pays. Ainsi, difficile de ne pas faire la comparaison avec le village des forges du film. Pour représenter cette nature à la fois bénéfique et dangereuse, Miyazaki s'appuie sur le folklore shintoïste, où de nombreux éléments naturels sont représentés ou associés à des esprits, des dieux ou encore des créatures telles que les célèbres yokai. Ces esprits ne sont généralement pas dépeints comme foncièrement bons ou mauvais, mais comme des entités libres échappant à une vision humaine du monde. Dans la tradition shinto, l'homme n'est pas au-dessus de la nature, il en fait partie intégrante, ce que le film souligne en mettant en scène des phénomènes et des lieux d'une ampleur écrasante, on pensera à la scène finale du film, dans lequel l'homme se perd et se retrouve dominé par les forces en présence. Comme il peut l'être dans le cas de catastrophes naturelles, auxquelles le Japon n'est pas étranger. Malgré cela, Miyazaki évite les simplifications et ne nous montre pas qu'une vision du phénomène. Si l'homme se doit de respecter la nature qui l'entoure, l'utilisation de ressources naturelles est un élément clé pour sa survie, et on ne peut pas lui reprocher de vouloir chercher une vie meilleure. En conclusion, Mononoke est le film de tous les superlatifs. Plus long, plus riche, plus cher, plus épique. Pourtant, au-delà des créatures fantastiques qui peuplent son univers, le film est d'abord un drame humain qui questionne notre rapport à la nature et notre place dans l'univers. Éternel pessimiste, Miyazaki nous propose une vision du monde où personne ne semble détenir la vérité, mais où les différents acteurs ne peuvent cohabiter pacifiquement, créant alors un dilemme insoluble. Malgré tout cela, la fin du film offre une note d'espoir via la renaissance d'un monde nouveau, un monde au sein duquel l'homme aurait une nouvelle fois la chance de trouver sa place. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était vraiment intéressant pour moi de creuser dans ce film qui est mythique et de vous proposer cette émission aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu que je vous propose et à aimer la vidéo si le sujet d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve dans la prochaine émission dans laquelle on va parler d'un nouveau réalisateur, alors soyez là. Salut!